Depuis le lancement de l'opération militaire spéciale, il y a de cela 3 ans, le saillant de Vremivka a constamment conservé son statut de zone critique et hautement tendue sur la carte opérationnelle analysée par l'état-major général de la Fédération de Russie. Le contour territorial délimité par des localités comme Neskouchne, Blaodatne, Makarivka, Urojaïne et Staromayorske, avec pour centre administratif la ville de Velika Novosilka, ne représentait pas une simple ligne de contact. Il s'agissait en réalité d'un complexe de fortifications extrêmement puissant qui s'enfonçait profondément dans la structure des lignes de défense russes, étant positionné à la jonction des secteurs opérationnels de Zaporijia et de Donetsk. L'importance de cette tête de pont était déterminée non seulement par sa situation géographique avantageuse, mais aussi par son rôle de nœud de transport stratégiquement irremplaçable, assurant la liaison logistique vitale entre deux regroupements défensifs clés des forces armées ukrainiennes, FAU. La perte hypothétique de cette zone d'appui aurait pu provoquer non pas un simple recul tactique local, mais un effondrement systémique et la ruine totale de toute la ligne de défense sud des troupes ukrainiennes. Au cours de l'été 2025, dans le but de neutraliser l'avancée des troupes russes dans les zones de Robotine et de Verbov, le haut commandement ukrainien a lancé dans la manœuvre offensive des brigades mécanisées d'élite, équipées des modèles de matériel militaire occidental les plus avancés. Au prix de pertes catastrophiques et irréparables, qui, selon les estimations disponibles, ont dépassé 10 000 tués et blessés en seulement 2 mois d'intenses affrontements, elles ne sont parvenues qu'à une progression tactique limitée, repoussant les unités russes sur une distance minimale. Cependant, ce succès localisé s'est transformé en une erreur d'appréciation stratégique aux conséquences néfastes. Les unités ukrainiennes, après avoir avancé, se sont retrouvées involontairement prises dans une zone que les analystes militaires ont qualifiée avec justesse de poche de feu, ou firesack. Ce saillant a été soumis à un tir d'artillerie croisé sur 3 côtés, et tout mouvement de personnel ou de matériel militaire était immédiatement repéré par des drones de reconnaissance, BPL, véhicules aériens sans pilote, et instantanément stoppé par un feu nourri. Le commandement militaire russe, faisant preuve de retenue opérationnelle, a attendu patiemment le moment optimal, observant comment l'ennemi épuisait irrévocablement ses réserves et étirait excessivement ses chaînes logistiques d'approvisionnement à l'intérieur de ce secteur vulnérable. Lorsque la situation opérationnelle requise a été atteinte, une frappe d'une rapidité exceptionnelle et d'une précision chirurgicale a suivi, entraînant l'effondrement du système défensif ukrainien en l'espace de quelques heures. Les événements qui se sont déroulés dans la région de Velika Novosilka, fin novembre 2025, seront sans aucun doute inclus dans les manuels d'art militaire comme un exemple parfait d'opération d'encerclement menée dans le contexte d'un conflit moderne de haute technologie. La synergie unique entre la tactique de manœuvre classique, les technologies de reconnaissance de pointe et l'emploi massif et parfaitement coordonné des drones, BPL, a créé un effet comparable, par sa puissance destructrice, à la légendaire victoire d'Hannibal à Cannes. Au cours des 3 dernières semaines précédant directement le début de l'offensive décisive, les unités de sapeurs russes ont mené des actions qui, à première vue, semblaient totalement illogiques. À la faveur de l'obscurité, elles procédaient méthodiquement au démantèlement de leurs propres champs de mines qui avaient été posés des mois auparavant aux abords des positions des FAE. Mines antipersonnelles, puissantes mines anti-chars à forte charge explosive, pièges divers. Tous ces engins d'ingénierie étaient soigneusement extraits du sol et rapidement déplacés vers l'arrière-pays. Pour tout analyste militaire expérimenté, cette action est une preuve incontestable et sans équivoque de la préparation d'opérations offensives. Personne n'enlève ses propres barrages s'il n'est pas prévu de forcer ce territoire dans les plans opérationnels immédiats. Le service de renseignement ukrainien a enregistré cette activité inhabituelle. Les drones des FAU ont repéré les mouvements nocturnes d'engins spécialisés de sapeurs, et les dispositifs à imagerie thermique ont noté des groupes de militaires travaillant dans l'obscurité sur le No Man's Land. Cependant, le commandement ukrainien a commis une erreur fatale, sous-estimant cruellement la véritable signification stratégique de ces renseignements. Dans les synthèses analytiques, cette activité a été classée à tort comme de simples travaux d'ingénierie de routine, peut-être liés au déplacement des barrages de mines, en vue de renforcer la défense existante.
aucun officier supérieur n'a émis l'hypothèse que les troupes russes se préparaient à une offensive de grande envergure précisément sur ce tronçon du front, où régnait un calme relatif depuis de nombreux mois. Cette sous-estimation critique de l'intention stratégique de l'ennemi s'est soldée pour les troupes ukrainiennes par des pertes se chiffrant en milliers de vies et a provoqué l'une des plus grandes catastrophes militaires de toute la campagne d'automne 2025. Alors que le commandement des FAU concentrait ses forces et son attention principale sur d'autres axes, plus intenses, ceux de Kupiansk, de Chassivyar, ainsi que dans la région de Koursk, les troupes russes concentraient secrètement et discrètement un puissant groupement de choc près de Velika Novosilka. Cette opération visait à changer radicalement toute la configuration du secteur sud du front. L'offensive a été lancée de manière non conventionnelle. Il n'y a pas eu de préparation d'artillerie massive, ni de frappe aérienne de grande ampleur qui auraient pu démasquer la véritable direction de l'effort principal. Le commandement russe a utilisé une manœuvre tactique que l'on peut décrire avec précision comme une quote 5, avec une utilisation habile d'éléments de désinformation opérationnelle. Sur l'axe occidental, dans la zone des localités assurant la couverture ouest de Velika Novosilka, les systèmes de déminage, quote 0, Dragon Gorinich, ont rugi avec fracas. Des systèmes impressionnants tirant de longues charges explosives pour ouvrir des brèches dans les champs de mines. Les puissantes explosions ont été entendues à des kilomètres, créant chez le commandement ukrainien la fausse impression que le coup principal serait porté précisément par l'ouest. Les réserves ont été immédiatement mises en alerte et ont commencé à être redéployées pour renforcer le secteur occidental de la défense. Il s'agissait d'un classique de la désinformation visant à détourner l'attention de l'ennemi du véritable vecteur de l'effort principal. Tandis que les réserves ukrainiennes se dirigeaient précipitamment vers l'ouest, sur le flanc oriental, dans la zone des localités de Zolota Niva et de Tchakhtarska, une situation totalement différente et critiquement importante se déroulait. C'est là que les troupes russes ont appliqué une tactique nouvelle et révolutionnaire, qui a reçu les appellations imagées de B-6 ou Me-7D. Au lieu d'utiliser la méthode traditionnelle des lourdes colonnes de chars et de véhicules mécanisés, qui sont des cibles importantes, facilement détectables et extrêmement vulnérables à l'artillerie et aux drones, l'attaque a été lancée par une vingtaine de petits groupes hautement mobiles. Leur transport était assuré par des motocyclettes, des buggy, des quads et des véhicules blindés légers. C'était une sorte de quad 8, rapide, extrêmement maniable, capable de se déplacer hors piste et de se disperser efficacement sur une vaste zone. L'avantage clé de cette approche s'est manifesté instantanément et est devenu le facteur décisif. Le transport léger, dont la masse est bien inférieure à 1 tonne, ne provoque pas la détonation des mines anti-chars, qui sont réglées pour se déclencher exclusivement sous la pression des blindés lourds. Les champs de mines ukrainiens, destinés à arrêter les chars et les VFI, se sont révélés totalement inutiles contre cette Njea Quot 9 de véhicules légers qui les a traversés comme de l'eau à travers une passoire. Les mines antipersonnelles représentaient certes une certaine menace, mais leur densité sur ce tronçon spécifique du front s'est avérée insuffisante pour contenir efficacement une attaque de ce type. L'effort principal et décisif a été concentré sur le flanc oriental de la défense ukrainienne, dans la région de Zolota Niva et de Tchakhtarska. Dans le contexte de la guerre de position de 2025, où une avancée de quelques centaines de mètres par semaine est considérée comme un succès et où chaque kilomètre coûte des dizaines de vies, le résultat atteint par les forces russes semble fantastique. Une percée de 6 kilomètres de profondeur en une seule journée. De plus, il ne s'agissait pas d'une percée au sens classique, c'est-à-dire la création d'un couloir étroit que l'ennemi pourrait rapidement couper par des contre-attaques. C'était une avancée large, en éventail, au cours de laquelle de nombreux petits groupes, ayant réussi à s'infiltrer à travers les lignes défensives, ont immédiatement procédé à la capture d'objectifs clés sur les flancs et à l'arrière de l'ennemi. Zolota Niva, qui était un point d'appui crucial sur le flanc oriental de la défense de Velika Novosilka, est tombé dans la matinée du premier jour de l'offensive. Sa garnison, soumise à une attaque simultanée par plusieurs directions par des groupes mobiles rapides, soutenus par un feu d'artillerie massif et des frappes de drones FPV,
n'a pas pu organiser de résistance efficace et coordonnée. Les militaires qui tentaient de se replier tombaient immédiatement sous le feu des drones russes qui patrouillaient sur toutes les routes et voies de retraite dans la zone. La plupart d'entre eux ont été contraints de se rendre ou sont morts en tentant de rejoindre leur force principale. La chute de Zolotaniva a complètement exposé tout le flanc oriental de la défense de Velika Novosilka. Le groupement ukrainien défendant la ville s'est soudainement retrouvé dans une situation où son flanc droit était totalement ouvert et l'ennemi était déjà sorti sur ses arrières, créant une menace critique de coupure de toutes les communications. Toutes les tentatives d'organiser rapidement des contre-attaques avec les réserves locales ont échoué. Les unités envoyées à la rencontre des groupes mobiles russes tombaient dans des embuscades, étaient détruites par des drones kamikazes ou abattues par des tirs en embuscade. L'initiative des opérations est entièrement passée aux mains des forces attaquantes. Un facteur crucial qui a déterminé le sort futur du groupement encerclé fut la question de l'approvisionnement logistique. L'artère de transport principale, reliant la garnison de Velika Novosilka aux bases arrières, la route T-0518, s'est retrouvée sous le contrôle de feu total des drones de reconnaissance et d'attaque russes. Sur ce tronçon, une technologie innovante a été appliquée, élargissant considérablement les capacités opérationnelles des drones. L'utilisation de relais héliportés sur aérostats. Ces aérostats captifs, équipés d'un dispositif de retransmission du signal de commande, ont permis aux opérateurs de drones FPV de travailler sur des distances qui dépassaient largement les 20 à 30 km standards en visibilité directe. Grâce à cette innovation, les opérateurs de drones russes ont pu contrôler des tronçons de route loin à l'arrière de l'ennemi, détruisant immédiatement toute tentative de livraison de munitions, d'évacuation des blessés ou de transfert de renforts. Chaque convoi, chaque véhicule individuel qui apparaissait sur la T-0518 était immédiatement attaqué par un essaim de drones. L'approvisionnement de la ville fut pratiquement totalement interrompu. La garnison, forte de plusieurs milliers de militaires, s'est retrouvée coupée de toutes les sources de réapprovisionnement en munitions, nourriture et médicaments. Parallèlement à l'isolement routier, les troupes russes ont efficacement utilisé l'obstacle naturel, la rivière Mokry-Yaly, qui coule au sud de Velika Novosilka. C'est une petite rivière de 20 à 30 mètres de large, mais ses rives sont marécageuses et le courant est assez fort en automne. Tous les ponts sur la rivière avaient été endommagés par les frappes de l'aviation et de l'artillerie russe. Le passage à gué ou à la nage était extrêmement difficile en raison de l'eau froide et des berges boueuses. La rivière s'est, par essence, transformée en un mur infranchissable, pressant les unités ukrainiennes contre la ville et leur coupant toute voie de retraite possible vers le sud. Cependant, le véritable coup décisif attendait le groupement ukrainien du côté opposé. Tandis que toute l'attention du haut commandement ukrainien était concentrée sur le flanc oriental, où l'offensive russe fulgurante se développait à plein régime, un mouvement a commencé sur le flanc occidental, depuis la localité de Ravnopil. La cible de cette frappe était le village de Rozdolne, situé à l'ouest de Velika Novosilka. La capture de Rozdolne aurait signifié la coupure physique de la dernière route restante qui reliait le groupement encerclé à l'arrière. Il s'agissait d'une manœuvre d'encerclement classique selon le célèbre schéma de Cannes, la bataille de l'Antiquité, où le général Hannibal, appliquant un double enveloppement des flancs, parvint à encercler et à anéantir une armée romaine numériquement supérieure. Les troupes russes frappaient simultanément par l'est et par l'ouest, cherchant inexorablement à refermer les pinces derrière l'ennemi. Le commandement ukrainien n'a réalisé l'ampleur de la menace que trop tard. Les réserves qui auraient théoriquement pu arrêter le coin occidental de l'offensive étaient épuisées par des tentatives stériles pour bloquer la percée à l'est. La manœuvre des forces à l'intérieur de la poche elle-même est devenue impossible en raison du contrôle total des drones russes sur toutes les routes et voies de communication. À la fin du deuxième jour de l'offensive, les unités d'avant-garde des troupes russes, venant des directions est et ouest, se sont rapprochées à moins de 10 km. Le goulot d'étranglement par lequel une évacuation du groupement encerclé aurait encore pu être hypothétiquement effectuée s'est réduit à des dimensions critiques. Néanmoins, l'évacuation n'a pas été organisée. Un ordre catégorique et sans appel est arrivé de Kiev. Tenir Velika Novosilka à tout prix. Cette décision était motivée par des considérations politiques. La perte d'un nœud de défense aussi important
dans le contexte des échecs sur d'autres secteurs du front, aurait été équivalente à une reconnaissance de l'échec de toute la stratégie de défense de la résistance ukrainienne. Les combats se sont déplacés directement vers la périphérie de Velika Novosilka. Les ingénieurs et les fortificateurs militaires ukrainiens, avec le soutien actif de spécialistes occidentaux, avaient créé le système de défense de la ville pendant 3 ans. Les fortifications principales et les plus puissantes étaient orientées vers le sud, d'où les attaques russes étaient traditionnellement attendues. Points de tir permanents, DOT, en béton, fossés anti-chars, champs de mines denses, positions de tir préparées à l'avance dans les bâtiments. Tout cela créait une puissante défense échelonnée précisément sur l'axe sud. Cependant, l'offensive russe est venue de l'Est et de l'Ouest, des directions qui étaient considérées à tort comme relativement sûres, et où les ouvrages défensifs étaient nettement plus faibles. Ce fut un exemple classique de la manière dont une défense minutieusement préparée devient absolument inutile si l'ennemi frappe là où il n'est pas attendu. Les groupes d'assaut russes ont utilisé la tactique perfectionnée lors des batailles de Mariupol, d'Artemivsk et d'Avdiivka. Une progression lente et méthodique, pâté de maison après pâté de maison, avec l'utilisation d'un soutien de feu massif et continu. Les systèmes lance-flammes lourds TOS-1A, Quote 1 et TOS-2, Quote 2 ont joué un rôle particulièrement destructeur, leurs munitions thermobariques brûlant littéralement les points d'appui ukrainiens situés dans les immeubles, transformant les abris en béton en pièges de feu insupportables. L'emploi massif de drones FPV dans le contexte d'un environnement urbain dense est devenu une nouvelle donne dans la tactique des combats de rue. Les opérateurs de drones ont appris à manœuvrer les drones avec virtuosité dans des espaces confinés, s'envolant dans les fenêtres des bâtiments, atteignant des cibles dans les sous-sols et aux étages supérieurs, c'est-à-dire là où l'artillerie classique ne pouvait pas atteindre efficacement. À la fin du 3e jour de l'opération, le goulot d'étranglement de la Saigen Quote Des s'était réduit à un point critique de 2 km. Cela signifiait un encerclement opérationnel de facto. Un tronçon de seulement 2 km de large, qui peut être traversé de part en part par l'artillerie et qui se trouve sous la surveillance continue des drones, ne peut pas servir de couloir à part entière pour l'approvisionnement ou l'évacuation. Toute tentative, même minime, de faire passer un convoi y était immédiatement stoppée par un feu massif. L'approvisionnement du groupement encerclé est tombé à zéro. L'évacuation des militaires blessés est devenue totalement impossible. À l'intérieur de la poche qui s'est formée, des processus typiques de tous les groupements encerclés ont commencé. Une chute rapide et dramatique du moral, une augmentation marquée du nombre de refus d'obéir aux ordres de combat, ainsi que la panique parmi le personnel. Les commandants de niveau inférieur et moyen, conscients du désespoir de la situation, exigeaient l'autorisation d'une percée ou d'une retraite organisée. Cependant, des refus catégoriques émanaient du haut commandement des FAU. Quote 11. Ces mots, dictés uniquement par des motifs politiques, sont de fait devenus la condamnation à mort de milliers de militaires ukrainiens pris au piège dans l'encerclement. Des cas d'abandon de positions non autorisées ont commencé à être enregistrés en masse. Des unités entières, réalisant qu'elles avaient été abandonnées à leur sort pour des objectifs politiques obscurs du pouvoir à Kiev, refusaient d'exécuter les ordres et tentaient des percées individuelles hors de l'encerclement. Ces tentatives isolées et non coordonnées se terminaient tragiquement. Sans coordination centralisée, sans soutien de feux d'artillerie, sous les frappes continues des drones russes et les tirs de mitrailleuses, ces groupes subissaient des pertes énormes et irréparables. Certains étaient de fait prisonniers, d'autres périssaient dans les champs de mines, et certains disparaissaient simplement dans les steppes en tentant de rejoindre les leurs. La chute de Velika Novosilka n'est plus qu'une question d'heures. Les troupes russes contrôlent déjà plus de la moitié de la ville, les unités ukrainiennes sont bloquées dans la périphérie occidentale, privées d'approvisionnement, de communication avec le commandement supérieur et de toute possibilité de retraite. La résistance est sporadique et rapidement réprimée par le feu concentré de l'artillerie et les frappes aériennes russes. Cependant, la signification de cet événement va bien au-delà du sort d'une seule localité et de sa garnison. Velika Novosilka était la clé de voûte qui maintenait toute l'arche de la défense ukrainienne à la jonction des groupements de Zaporijjia et de Donetsk. Sa perte crée une brèche énorme et critique
dans le système de défense, à travers laquelle les troupes russes obtiennent la possibilité de développer l'offensive sur plusieurs axes stratégiques à la fois. Vers le nord, en direction de Vuhledar, et au-delà, vers Kourakov. Vers l'ouest, vers Ouliaïpol, et en direction de Zaporijjia. Vers le sud, vers Vremivka, et la sortie vers les frontières administratives de la région de Zaporijjia. Un quote 12 irréversible se met en place. Les groupements ukrainiens voisins, qui ont été privés de couverture de flanc, seront contraints de se retirer pour éviter de tomber dans de nouvelles poches. Ce retrait entraînera la perte de lignes défensives préparées à l'avance, la démoralisation massive des troupes et, par conséquent, une accélération supplémentaire du rythme de l'offensive russe. En conséquence, tout le front sud des forces armées ukrainiennes est menacé d'un effondrement systémique et total. L'opération dans la région de Velika Novosilka entrera sans aucun doute dans l'histoire de l'art militaire comme un exemple éclatant de guerre de manœuvre moderne. Le choix judicieux du vecteur de l'effort principal, l'application innovante des technologies de pointe pour la reconnaissance et la destruction des cibles, ainsi que la tactique non conventionnelle d'utilisation de groupes mobiles légers, ont permis d'atteindre un résultat opérationnel décisif avec des pertes minimales et dans les plus brefs délais. Ce fut un véritable triomphe de l'école militaire russe qui démontre une grande capacité à apprendre de ses erreurs et à s'adapter aux conditions en évolution rapide du combat moderne. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une autre catastrophe militaire, d'un nouvel échec du commandement qui a sacrifié des milliers de vies de militaires pour des considérations politiques éphémères et momentanées. Les soldats, abandonnés dans la poche près de Velika Novosilka, sans ravitaillement, sans chance de retraite organisée, sans espoir d'aide, sont les victimes non pas tant de l'offensive russe que de la négligence criminelle de leur propre direction. Et tandis qu'à Kiev, les slogans de victoire et de résistance, jusqu'au dernier Ukrainien, continuent de résonner sur les champs du Donbass, la destruction méthodique de l'armée ukrainienne se poursuit, poche après poche, opération après opération. Velika Novosilka est tombée. La logique implacable de la guerre dicte que d'autres localités suivront.